Bien, allez, passons les enjeux du régime des intermittents, expertise et témoignages. Je donne tout de suite la parole à un conseiller maître à la Cour des comptes, Monsieur Michel Davy de Virville. Merci Madame la Présidente. Je vais limiter mes salutations compte tenu du temps qui nous est imparti, mais elles sont néanmoins chaleureuses et destinées à l'ensemble des participants. Je voudrais démarrer cette réexposition du point de vue de la Cour des comptes en partant du terme de solidarité, parce que je pense que la position de la Cour a parfois été mal comprise. Bien entendu, le régime d'assurance chômage dans son ensemble, c'est un régime qui est fondé sur la solidarité. Ce sont ceux qui ont une activité qui cotisent et ce sont évidemment ceux qui sont privés d'emploi qui perçoivent les allocations. Et à l'intérieur de cette solidarité générale, il y en a une plus particulière qui concerne les précaires. Parce qu'évidemment, les précaires sont moins souvent en activité, ils sont plus souvent au chômage. Et donc, il est tout à fait logique que quand on fait des bilans fragmentés pour des salariés qui sont sous statut précaire, on constate qu'ils perçoivent plus d'allocations qu'ils n'ont versé de cotisations et donc que ces régimes soient en déficit. Donc quand la Cour a constaté que le régime des intermittents était en déficit, il n'y avait pas là quelque chose d'étrange ou de particulier. C'est le cas du régime de l'intérim, de l'annexe 4 également. Et c'est aussi ce qu'on constate si on prend dans le régime général les salariés qui sont en contrat à durée déterminée. Là aussi, sur une année, au total, l'ensemble des CDD cotisent moins que les intéressés ne perçoivent d'allocations quand ils sont au chômage. Donc le point que nous avons fait apparaître, s'agissant du régime des intermittents, c'est ce qu'on observe quand on compare précisément ces trois ensembles de précaires que sont les CDD du régime général, les intérimaires et enfin les annexes 8 et 10, les intermittents du spectacle. Je ne vous donnerai pas trop de chiffres compte tenu du temps imparti, mais je voudrais quand même vous rappeler les chiffres s'agissant des allocations et des cotisations. Si on prend les contrats à durée déterminée, l'ensemble des contrats à durée déterminée, on observe que les allocations versées représentent 2,5 fois le montant des cotisations. Pour le montant des cotisations versées par les CDD, les allocations perçues par les CDD quand ils sont au chômage, 2,5 fois. Si on prend les intérimaires, c'est 2,5 fois. Les CDD, c'est 3,6 fois. C'est-à-dire les intérimaires, les CDD touchent 3,6 fois plus d'allocations qu'ils ne versent de cotisations. Pour les intermittents du spectacle, c'est 5,2 fois. Ils perçoivent plus de 5 fois ce qu'ils ont versé comme cotisation. Donc ce que nous avons dit très simplement, c'est que l'effort de solidarité du régime par rapport aux intermittents du spectacle est nettement plus élevé que celui qu'on constate pour les autres types de contrats précaires. Et ces trois régimes sont a priori comparables. Donc, premier constat, c'est cette intensité de la solidarité. Mais le constat va un petit peu plus loin. Si on regarde comment les choses se passent de façon plus pratique, ce que l'on constate, c'est que ceux qui sont dans le régime des intermittents, vous avez vu en regardant les vidéos que beaucoup de gens ont des contrats précaires dans le domaine du spectacle, mais n'ont pas accès au régime des intermittents. Mais si on regarde ceux qui sont intermittents, pour la plupart, ils quittent leur situation de travail quelques jours après avoir effectué le nombre de jours nécessaires pour accéder au régime. Et de la même manière, ils retrouvent souvent une activité au moment où ils ont épuisé leurs droits. Alors, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais cette analyse, elle est claire. Et qu'est-ce qu'elle souligne? Elle souligne que de façon... Oui, c'est massif. Elle souligne que le phénomène qu'on a appelé la permittence est un phénomène qui est répandu, je dirais même qui est très répandu.
c'est un phénomène dans lequel, en fait, il y a une alternance entre des périodes de chômage et des périodes d'activité, l'allocation de chômage étant un complément de rémunération qui est versé pendant les périodes où l'intéressé n'est pas en activité. Vous avez vu, quand on écoute ce qui a été dit, on a même évoqué des situations qui sont des situations évidemment encore beaucoup plus perverses et où les intéressés sont en permanence en activité, y compris quand ils sont indemnisés. Mais je n'évoquerai pas ces questions qui sont évidemment des infractions à la législation. Alors, la question que nous posons simplement, et parce que c'est notre métier de magistrat des comptes, c'est la question du bon niveau de solidarité qui doit être retenu. Évidemment, cette question, ça n'est pas à nous de la trancher, et comme la présidente l'a fait il y a quelques instants, c'est évidemment à la négociation entre les partenaires sociaux qu'il revient de chercher ces paramètres. Pour autant, sans en guider les partenaires sociaux, il y a deux éléments qui nous paraissent importants et qui nous paraissent devoir être pris en considération. Le premier, c'est qu'il nous semble que ceux qu'il faut interpeller par les modifications qui seraient à prendre, c'est beaucoup plus évidemment les employeurs que les salariés. Les salariés, ils utilisent le dispositif qui leur est offert. C'est les employeurs qu'il faut dissuader non pas d'utiliser ce dispositif, car la Cour des comptes n'en remet pas en cause l'existence d'un régime spécifique pour les intermittents du spectacle, mais il faut les dissuader d'abuser de ce dispositif. Alors, je sais que les employeurs payent déjà des cotisations plus élevées que celles du régime général, mais il nous semble qu'il conviendrait peut-être d'augmenter ces cotisations à nouveau et surtout de les rendre variables en fonction de l'intensité du recours à l'intermittence. Vous voyez que ceci aurait non seulement un effet positif sur, évidemment, l'équilibre financier du régime, mais ça va un petit peu plus loin. C'est que si la cotisation est progressive avec le degré de recours, on s'aperçoit qu'au-delà d'un certain seuil, l'employeur n'a plus intérêt à recourir à l'intermittence, il a intérêt à offrir des contrats qui sont des contrats définitifs. Et donc, il y a dans cette voie de réflexion, nous semble-t-il, une voie de réflexion importante. La deuxième, c'est technicien-artiste. La situation des techniciens et des artistes, quand on fait l'analyse de façon plus détaillée, on constate qu'elle n'est pas la même. On constate que la situation des techniciens est beaucoup plus proche de celle de l'ensemble des précaires, quand on regarde du point de vue de l'architecture de leur contrat de travail, alors que la situation des artistes est une situation qui justifie beaucoup plus d'un régime spécifique. Et donc, il nous semble qu'il serait logique de réfléchir à une plus forte différenciation du régime des artistes et de celui des techniciens, avec une évolution du régime des techniciens qui se rapproche, voire qui converge avec celui qui est fait aux précaires en général, que ce soit dans le cadre de l'intérim ou dans le cadre des contrats à durée déterminée. Voilà de façon compacte et en m'en tenant au délai que vous m'avez donné, la position de la Cour sur ce sujet très important. Merci de votre clarté et effectivement de votre respect parfait de la montre. Monsieur le directeur général de l'UNEDIC, Monsieur Vincent Destival, vous allez être aux premières loges de l'élaboration des négociations à venir. Donc nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. Je ne m'exprimerai pas au nom des négociateurs, certains le feront dans la troisième partie de cette table ronde. Mais voilà, pour apporter ma contribution à l'éclairage de votre réflexion, j'ai pu constater au travers du compte-rendu qu'elle était déjà bien avancée. Je voudrais, dans un premier temps, revenir sur la question de l'analyse de la compréhension de l'équilibre financier du régime des intermittents. Michel de Viril disait
L'assurance chômage fonctionne sur une logique de solidarité. Je pense qu'il faut être plus équilibré. L'assurance chômage, c'est une assurance et c'est de la solidarité. Elle répond à cette double logique, une logique d'assurance, donc de proportionnalité entre les revenus qu'une personne a pu tirer de son travail et l'allocation dont elle pourra bénéficier, et une logique de solidarité. Cette logique de solidarité, elle se traduit dans des mécanismes de redistribution que Michel de Vienville a évoqués. Et le principal, comme il l'a bien souligné, et là-dessus je crois que le diagnostic que fait la Cour a été longuement partagé avec l'UNEDIC et avec nos services d'études, notre diagnostic est le même. Il y a un mécanisme de redistribution important au sein de l'assurance chômage entre les salariés qui sont en emploi à contrat à durée déterminée et les salariés qui alternent emploi de courte durée et emploi de chômage. Pour donner là encore peu de chiffres, mais un chiffre important, je vous rappelle que les emplois à durée limitée représentent environ 15% de l'emploi en France. C'est 50%, plus de 50% des allocataires de l'assurance chômage. Donc on voit bien que, évidemment, le risque que l'emploi vienne à terme pour un contrat à durée limitée, il est quasi certain, même s'il y a des enchaînements possibles. Pour un contrat à durée indéterminée, heureusement, il est beaucoup plus limité. Voilà, donc on a ce premier mécanisme de redistribution, on a un deuxième mécanisme de redistribution au sein de l'assurance chômage qui est de l'ensemble de l'assurance chômage vers les intermittents du spectacle, puisque vous le savez bien, je ne vais pas revenir en détail non plus là-dessus, les intermittents du spectacle bénéficient de règles particulières qui dérogent aux règles générales. Et de ce point de vue-là, peut-être par rapport à ce qu'a pu dire Michel de Vienville, je ne partage pas tout à fait ce qu'il a pu dire en disant qu'il y a parallélisme entre la situation des intérimaires, la situation des contrats à durée déterminée et la situation des intermittents. Je crois qu'il y a les contrats à durée déterminée, les intérimaires bénéficient d'un régime d'indemnisation qui est proche, très proche de celui du régime général. Ce sont les mêmes principes que les principes du régime général. Et je dirais, les intérimaires et les CDD exercent les mêmes métiers que ceux qu'exercent des salariés en contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas tout à fait le cas s'agissant des intermittents, et le film l'a mis en valeur. Voilà, donc je voulais juste apporter ce petit correctif, plus de forme peut-être que de fond. Alors, ayant posé ces éléments de mécanisme de redistribution, comment, du coup, on peut analyser l'équilibre financier des annexes 8 et 10 ? On connaît bien les chiffres, un écart entre les recettes et les dépenses de 1 milliard d'euros, 1 milliard 300 millions d'euros d'allocations versées. Si j'essaie de regarder comment, finalement, sont financés les 1 milliard 300 millions d'allocations versées, il y a une première partie, c'est la contribution normale des employeurs d'intermittents du spectacle. C'est environ 150 millions d'euros qui sont payés, cotisations que payent les employeurs d'intermittents comme tous les autres employeurs. Deuxième élément, c'est le mécanisme de redistribution que j'évoquais entre les contrats à durée indéterminée et les autres formes de contrats de travail. Celui-là est beaucoup plus important, mais il joue spécifiquement pour ces emplois-là, mais il joue aussi pour d'autres secteurs de l'économie. On peut l'évaluer autour de 700 millions d'euros. Troisième élément de financement, c'est la solidarité professionnelle. La solidarité professionnelle, c'est la majoration de contributions que payent les employeurs d'intermittents du spectacle, et ça représente à peu près 100 millions d'euros. Quand on a additionné ces trois composantes identifiables, il reste, et c'est le chiffre qu'a mis en évidence le rapport de vos collègues de l'Assemblée nationale, il reste 320 millions d'euros. Ces 320 millions d'euros, au fond, là aussi, c'est la solidarité interprofessionnelle qui joue. Mais ce n'est pas une solidarité interprofessionnelle générale, comme elle peut jouer entre CDI et CDD intérim, c'est une solidarité interprofessionnelle qu'on constate a posteriori comme étant l'écart entre les différents éléments de financement que je viens d'évoquer.
Donc je crois que si on veut réfléchir à cette question de l'équilibre financier du régime des intermittents du spectacle, il faut évidemment, et j'ai vu que dans le compte-rendu de votre commission, vous le faites, s'interroger sur les règles d'indemnisation des métiers concernés. Il faut aussi s'interroger sur la bonne répartition des différents niveaux de solidarité dans le financement de l'assurance chômage des intermittents du spectacle, que tout le monde convient que c'est un dispositif important. Voilà, quelle est la place de la solidarité interprofessionnelle? Quelle est la place de la solidarité professionnelle? Michel de Virville suggérait qu'il conviendrait que cette solidarité professionnelle soit plus importante. Quelle est la place également, sujet qu'on n'a pas encore évoqué, de la solidarité nationale, qui me paraît être aussi un sujet important. Je voudrais juste aborder en 1 minute 2 autres points complémentaires. Le premier, pour souligner le fait que depuis les dernières réformes du régime des intermittents du spectacle qui sont intervenues en 2003 et 2006, la situation globale de l'indemnisation des intermittents est stabilisée au travers des différents indicateurs qu'on peut avoir en termes de nombre, en termes de déséquilibre financier, en termes de répartition, de structure du revenu des intermittents entre ce qui provient de leur activité professionnelle, ce qui provient de leur indemnisation. Dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que la compréhension de l'activité des intermittents du spectacle, je pense que ça pourrait être abordé dans la deuxième partie de cette table ronde, relève d'un entrecroisement de responsabilités et que les partenaires sociaux qui négocient la convention d'assurance chômage n'ont pas l'ensemble des leviers entre leurs mains, qu'une partie de ces leviers relève des partenaires sociaux au niveau de chacune des branches et que d'autres leviers relèvent également de la responsabilité de l'État, de la responsabilité du législateur au travers de la réglementation du contrat de travail, mais aussi au travers de tout ce qui est politique de labellisation conduite par le ministère de la Culture. Et donc il y a besoin de chercher une bonne articulation entre ces différents niveaux d'intervention. Dernier, juste pour conclure, vous avez évoqué, Madame la Présidente, le travail que vous nous avez également adressé de benchmark européen. C'est un travail que nous faisons aussi. Et donc, on vous adressera à l'issue de cette réunion nos propres travaux pour éclairer les vôtres. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Alors, nous allons entendre l'université, un maître de conférence en sociologie à l'université de Picardie, chercheur CNRS et chercheur associé au Centre d'études de l'emploi, Monsieur Mathieu Grégoire. Merci Madame la Présidente. Effectivement, mes travaux ont porté depuis une dizaine d'années sur le régime des intermittents et plus généralement sur l'histoire des intermittents depuis la première grève des intermittents, enfin du spectacle, de 1919. Et je me suis intéressé aux différentes manières qui ont été historiquement imaginées pour assurer une condition sociale digne à ces salariés à l'emploi intermittent. Alors j'imagine que vous ne m'avez pas appelé pour parler de cette histoire, mais plus pour l'actualité de ce régime. Néanmoins, à titre de préambule, je voudrais évoquer quelques enseignements de cette histoire de plus d'un siècle. La première chose que je retiens de cette histoire, c'est que l'intermittence, comme ça a été dit par les cadres intermittents, n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie du salariat, dont la seule bonne santé serait l'emploi stable. D'abord, parce qu'il faut garder à l'esprit que l'intermittence n'est pas forcément subie. Tous les intermittents ne rêvent pas d'un CDI. Par ailleurs, l'intermittence de l'emploi n'est pas du tout un phénomène nouveau. C'est un usage très ancien, notamment chez les artistes du spectacle et les techniciens du cinéma. Et cette intermittence n'a commencé à devenir un handicap relatif que dans la mesure où le reste du salariat s'est constitué, les institutions et les droits du salariat se constituaient sur la base, sur le modèle de l'emploi stable. Et petit à petit, du coup, les intermittents sont trouvés handicapés par le fait que leur emploi ne correspondait pas au modèle de protection sociale qui était construit dans notre pays. Et ce qui a été nouveau, c'est plutôt l'accès effectif des intermittents à l'assurance chômage depuis
les conventions UNEDIC de 79 et de 84 selon des dispositions adaptées à leurs caractéristiques d'emploi. Donc ce dispositif est adapté, mais il ne constitue pas pour autant un privilège. Quand on compare la situation des permanents, de l'emploi stable et des intermittents, il faut toujours garder à l'esprit que lorsqu'un permanent, quelqu'un en CDI, connaît une difficulté professionnelle, il tombe au chômage, il tombe dans l'indemnisation du chômage. Lorsqu'un intermittent connaît une difficulté professionnelle, il tombe hors de l'indemnisation du chômage. Donc on voit qu'on ne peut pas comparer terme à terme des situations qui sont de fait décalées. Alors je pourrais développer plus longuement cette histoire de l'emploi et de la protection sociale dans le secteur, mais il est peut-être plus utile ici que j'insiste sur l'actualité, ce que je vais faire en suivant un petit peu l'actualité des débats, c'est-à-dire les différents apports récents à ce débat. Alors d'abord, effectivement, le rapport de la Cour des comptes. C'est un document assez surprenant, je dois dire, d'une très grande sévérité qui me paraît assez injustifiée, en tout cas fondée sur des constats très contestables. Alors, je n'évoquerai pas les maladresses du calcul du taux de chômage dans lequel la catégorie des intermittents non indemnisés n'est pas considérée comme chômeurs. Et j'en viens directement à la question du supposé déficit des annexes 8 et 10. Donc pour la Cour, en 2010, le déficit du régime des annexes 8 et 10 a représenté un tiers de celui de l'assurance chômage dans son ensemble, alors même que les intermittents ne représentaient que 3% des demandeurs d'emploi. Donc je crois bien comprendre cette affaire, c'est-à-dire de rapporter le prétendu déficit des intermittents, qui est très stable, à 1 milliard d'euros, sur le déficit général de l'assurance chômage, qui était à l'époque, en 2010, de 3,2 milliards d'euros. Mais vous serez d'accord avec moi que cet indicateur n'a aucun sens, puisque l'année prochaine, cette année, en 2013, si comme prévu, nous arrivons à un déficit de 5 milliards d'euros, à cause de l'augmentation du chômage, il faudrait se réjouir que les intermittents ne représentent plus que 20% du déficit. Inversement, si par bonheur le chômage baissait et qu'on arrivait à 1 milliard de déficit, il faudrait attribuer 100% du déficit des intermittents, de l'assurance chômage aux intermittents. Et on voit qu'on peut aller parler de 200% si le déficit tombe à 500 millions, etc. Donc, plus fondamentalement, il me semble qu'il n'est pas justifié, une fois qu'on a dit ce que vous avez dit tous les deux sur la solidarité, les mécanismes de solidarité au sein de l'assurance chômage, la question de la solidarité interprofessionnelle, il n'est plus justifié ni de parler de déficit, ni de parler de régime. Il n'est pas possible de parler de déficit dans la mesure où il n'y a pas une caisse. Il n'y a pas de caisse des intermittents du spectacle. Il n'y a même pas un régime des intermittents du spectacle. Il y a simplement des règles, comme vous l'avez dit, des règles dérogatoires, c'est-à-dire des annexes au règlement de l'UNEDIC. Dès lors, il est improbable, impossible, d'arriver à une situation dans laquelle on aurait un équilibre dans les annexes 8 et 10, avec des déséquilibres, avec des excédents par ailleurs. Le rôle d'une assurance sociale est d'équilibrer, n'est pas de faire de profit, c'est d'équilibrer les dépenses et les recettes. De ce fait-là, si d'un côté on a des excédents, parce que fort heureusement on a des salariés à l'emploi stable qui créent des excédents, eh bien on retrouve de l'autre côté, mécaniquement, par construction, un décalage, un solde qu'on ne peut pas appeler déficit, puisque ce décalage n'est pas un fait de gestion. Ce décalage est une mécanique qui n'est due qu'au fait qu'il existe des salariés à l'emploi stable qui cotisent à l'assurance chômage. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire qu'il y aura toujours un déficit mécaniquement tant qu'il y aura des salariés à l'emploi stable dans ce pays. L'équilibre sera atteint le jour où tout le monde sera intermittent. Donc, du coup, en poursuivant cet objectif, d'une certaine manière, ce qu'on poursuit, c'est de dire, c'est de faire comme si la caisse existait. C'est-à-dire de poursuivre, au fond, ce qui est le désir du patronat dans cette affaire-là, c'est-à-dire d'une autonomisation de la caisse des intermittents. C'est-à-dire arriver à une situation dans laquelle on aurait une caisse autonome des intermittents
et dont l'UNEDIC se serait, d'une certaine manière, débarrassé hors de la sphère de la solidarité interprofessionnelle. Alors, il est vrai qu'il y a une dynamique d'autonomisation. Sous l'impulsion du MEDEF, on a plusieurs marques d'autonomisation de ce régime, notamment à partir de 2002, avec le doublement des cotisations, qui est effectivement un financement purement professionnel, qui sort de la logique interprofessionnelle, qui est celle de l'assurance sociale. Alors, pour autant, effectivement, comme l'a dit M. de Virville, la question est de savoir quelle est l'intensité de la solidarité. Alors, je voudrais quand même reprendre un petit peu plus de recul historique. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, pour 1 euro de cotisation, on avait 8 ou 8,5 euros d'allocation. À cette époque, la Cour des comptes avait évoqué un scénario qui était considéré comme radical à l'époque, d'un alignement des intermittents sur les règles de l'annexe 4 des intérimaires. Une simulation avait été faite sur des données de l'année 2000 et elle aboutissait à la conclusion suivante. Aligner les intermittents sur le régime des intérimaires aurait permis une économie de 225 millions d'euros. Ce qui aurait eu pour effet à cette époque-là, en 2003, de passer de 8 euros alloués pour 1 euro cotisé à 5,4. Et comme l'a dit M. de Virville, on est aujourd'hui à 5,25. Autrement dit, on allait plus loin que les efforts les plus radicaux imaginés en 2003. De ce fait-là, je pense qu'on peut parler davantage d'un effort massif qui a été fait par les intermittents, davantage que d'une dérive massive. Alors, je voudrais maintenant évoquer le rapport d'information de l'Assemblée nationale rédigé par Jean-Patrick Gille et les réflexions menées ici même au Sénat dans le cadre de votre commission. Alors, ces travaux ont eu parmi d'autres mérites le mérite essentiel de pointer le problème que je viens d'évoquer, à savoir de pointer l'inanité de la dénonciation d'un déficit d'1 milliard d'euros. Et ce raisonnement, comme vous l'avez dit, a fait l'objet d'un chiffrage. Si on supprimait les annexes 8 et 10, on ne ferait pas 1 milliard d'euros d'économie, mais 320 millions d'euros. Alors, cette mesure doit être un petit peu discutée. Savoir ce qu'on entend par 320 millions d'euros et surtout ce qu'on en induit comme but politique. Et c'est là où il y a un aspect qui me semble plus contestable, c'est-à-dire que le rapport de Jean-Patrick Gille semble induire de ce chiffrage un objectif de 320 millions d'économies à réaliser. Alors pourquoi ce raisonnement me paraît contestable? Alors d'abord, remarquons que 320 millions, c'est un effort considérable qui est demandé aux intermittents et qui est d'un niveau équivalent à celui qui avait été affiché par la réforme de 2003. Deuxièmement, ce chiffrage demeure un petit peu fragile parce qu'on ne sait pas encore quelles seront les dispositions du régime général qui sera adopté l'année prochaine. Donc évidemment, tout ça peut être très variable, ce chiffrage peut exploser très facilement. Mais surtout, c'est le raisonnement qui me pose problème. Dire aux intermittents, si on vous appliquait des dispositions inadaptées à votre régime d'emploi, celle du régime général, nous ferions 320 millions d'économies. Donc il faut faire 320 millions d'économies sur les annexes 8 et 10. Ça me paraît quelque chose de difficilement audible par les intermittents. Cela revient à dire, nous ne supprimons pas les annexes 8 et 10, mais nous les vidons à tel point de leur substance qu'il vous sera indifférent de rester aux annexes 8 et 10 plutôt que d'aller au régime général. Et pour conclure, ça me paraît contradictoire, disons, avec l'idée même de promouvoir une flexi-sécurité pour les salariés flexibles. Si on dit aux salariés flexibles que leur niveau de sécurisation par rapport au chômage doit se limiter à ce dont bénéficient ceux qui ont par ailleurs une grande sécurité de l'emploi, on leur propose simplement la flexibilité. De la flexibilité en plus, mais pas de sécurité en plus. Donc, il me semble donc que le surcoût, ce qui a été appelé le surcoût de 320 millions des annexes 8 et 10, correspond simplement à deux choses. D'une part, au fait qu'il y a une inadaptation du régime général à un emploi flexible, et d'autre part, à l'objectif de flexi-sécurité. Je vous remercie. Merci de cet autre regard et de cette autre façon de considérer les chiffres. Nous allons maintenant entendre deux expertises d'usage, en quelque sorte, du côté des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, avec la fédération FESAC, en écoutant son président,
Puis, du côté de ceux qui sont quelquefois sur les planches, la coordination des intermittents est précaire. Monsieur Jacques Pesquine, président de la FESAC. Merci Madame la Présidente. On a entendu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de prédisposés idéologiques aussi dans les interventions. Moi, ce que je crois, et vous l'avez d'ailleurs un peu laissé entendre en introduction tout à l'heure, c'est qu'on a de nouveau aujourd'hui tendance à analyser la question de l'assurance chômage et intermittent du spectacle en tant que telle, avant même de la replacer dans ce qui est son fond de tableau, si je veux dire, c'est-à-dire l'emploi dans le spectacle. Et je voudrais rappeler très rapidement quelques éléments à ce sujet, éléments qui sont systématiquement d'ailleurs occultés quand on parle de la question et qui sont les suivants. D'abord, le spectacle en général, et je rappelle que la fédération que je préside, qui regroupe 32 organisations professionnelles, représente à peu près 60% directement de l'emploi dans le spectacle, donc je pense pouvoir parler en connaissance de cause. Le spectacle en général est un secteur qui double les emplois tous les 20 ans depuis 60 ans. Donc c'est un secteur qui a créé énormément d'emplois au cours des 60 dernières années. Certes, il a créé de l'emploi précaire, on va y revenir tout à l'heure, mais pas seulement. Pas seulement. Près de 60% de la masse salariale versée dans le spectacle, et c'est d'ailleurs pas, il n'y a pas de quoi s'en féliciter, c'est simplement un fait, est versée à des salariés permanents, qui ont d'ailleurs des statuts très différents, parce qu'il y a des tas de situations différentes, mais c'est très important de le savoir. Il y a, donc encore une fois, il y a à peu près 4 milliards de masse salariale dans le spectacle, 1,8 chez les intermittents, et à peu près 2,3 chez les salariés permanents. Donc c'est une première chose, et je crois qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit, le spectacle est un secteur qui croît, qui embauche, et j'insiste aussi sur ce point, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'entrants. Et quels secteurs aujourd'hui de l'économie française peuvent se vanter d'accueillir du monde? Alors certes, ces entrants, le fait que ces entrants soient nombreux est lié à la précarité, naturellement, puisque la précarité fait qu'il y a des sortants et donc il y a des entrants. Mais c'est quand même un élément très important pour rappeler que le secteur du spectacle, dans son ensemble, sert aussi de porte d'entrée vers l'activité à beaucoup de monde. On nous reproche parfois, par exemple, un dispositif trop... On nous reproche, parce qu'on le reproche aussi bien aux employeurs qu'aux salariés, on l'a entendu tout à l'heure, un dispositif trop généreux dans l'indemnisation. Mais ce dispositif, j'insiste là-dessus, permet à des entrées en activité qui, autrement, seraient probablement beaucoup plus difficiles à réaliser. Alors, autre élément très important, je crois, c'est... On confond, si j'ose dire, ça reproche de ce que je disais à l'instant sur les masses salariales, on confond intermittence et spectacle, et on oublie le fondement de ce qu'on appelle intermittent. Ce qui fait que dans le spectacle, on a droit, nous les employeurs, à recourir au contrat à durée déterminée d'usage, c'est que nous travaillons, et c'est vraiment, il faut comprendre, c'est inhérent à la nature même de l'activité de spectacle, nous travaillons par projet. Chaque projet, que ce soit un disque, un spectacle théâtral ou musical, une émission de télévision, un film. Chaque projet est un projet, c'est un prototype, il n'est comparable à aucun autre ou à très peu d'autres, et il a besoin d'une équipe, non seulement dans sa composition technique, mais dans sa composition individuelle d'une équipe particulière. Alors c'est évident parce qu'on le comprend tout de suite dans le cas des artistes, mais c'est vrai aussi dans le cas de beaucoup de techniciens. On comprend tout de suite qu'un réalisateur donné ne peut pas se voir imposer son directeur photo, son chef opérateur, dans le cas du cinéma par exemple. Ce caractère extraordinairement individuel de la constitution des équipes de projet est fondamental dans l'activité de spectacle, et c'est lui qui légitime le recours au contrat d'usage. Je crois qu'on ne peut pas traiter cette question sans y revenir. J'ajoute que, contrairement à ce qu'on laisse aussi entendre, ce recours au contrat d'usage varie énormément selon les différentes branches du spectacle. En gros, il est supérieur à 90% dans la production cinématographique, je parle là en termes de masse salariale, alors qu'il est inférieur à 10% dans la télédiffusion. Donc c'est pas, le taux de recours au contrat d'usage n'est pas en soi, si on considère le spectacle dans son ensemble, un critère opératoire. Il pourrait à la rigueur être opératoire à l'intérieur d'une branche restreinte, mais certainement pas sur le spectacle dans son ensemble, puisque en parlant de taux de recours, on mélange des gens dont l'activité est en fait très différente. Et pourquoi est-ce qu'elle est très différente? Parce que cette notion d'activité par projet n'a évidemment pas le même sens dans le cas d'une chaîne de télévision ou d'une radio, par exemple, ou dans le cas d'une entreprise de production cinématographique, pour qui chaque film est complètement séparé des autres en général, et pour qui il n'existe pas de base, sauf pour une petite équipe technique ou technique administrative qui existe, de base pour l'emploi permanent. Donc ça, tous ces éléments-là, je pense qu'il faut les rappeler systématiquement pour qu'on comprenne dans quel contexte économique et professionnel s'inscrit la question que nous abordons aujourd'hui. Autre élément qui est très important, les intermittents du spectacle, c'est un mot qui recouvre deux choses très différentes. C'est soit les salariés employés sous contrat d'usage dans le spectacle, et je rappelle qu'il y en a 265 000 chaque année,
soit les salariés qui bénéficient de l'indemnisation de l'annexe 8 ou de l'annexe 10 de l'assurance chômage. Et on sait qu'il y en a entre 105 000 et 110 000. C'est donc pas du tout pareil. Les 265 000 personnes que j'ai évoquées à l'instant sont des personnes qui cotisent dans les régimes sociaux des intermittents, et notamment à l'assurance chômage, bien sûr, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres régimes sociaux des intermittents, il faut le rappeler, l'assurance maladie, la prévoyance, la médecine du travail, la formation, tous ces régimes sont des régimes spécifiques qui ont été mis en place pour eux. Et donc, il y a 265 000 personnes qui contribuent à l'équilibre de ces régimes, ou au déséquilibre, dans le cas qui nous occupe davantage aujourd'hui, et alors qu'une partie seulement, et c'est vrai de tous les dispositifs. Par exemple, en matière de formation, il faut, pour avoir le droit à une formation financée par le dispositif, faire état d'un certain volume d'activité, qui n'est pas le même d'ailleurs que celui du chômage, et par conséquent, il y a bien un mécanisme de sélection des ayants droit par rapport aux contributeurs, comme d'ailleurs dans beaucoup de régimes sociaux, mais le mécanisme existe aussi dans le cas des intermittents. Bon, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que on ne peut pas traiter spécifiquement la question de l'assurance chômage sans la replacer dans ce cadre de fonctionnement général du monde du spectacle. Deuxième étape, alors celle-là a été plus davantage abordée, elle le sera certainement par ceux qui parleront après moi, c'est, si j'ose dire, le point de vue des professionnels du spectacle eux-mêmes, des salariés. Alors là-dessus, cela a été dit et je voudrais le répéter ici. Pour les artistes, en tout cas, ça a été dit dans le film d'introduction et je crois qu'on ne le répète pas assez, contrairement à ce qu'on croit quand on parle des fameux 507 heures, c'est difficile d'atteindre les seuils de l'assurance chômage. C'est une réalité qu'on doit dire, et les employeurs sont parfaitement conscients de ça. C'est difficile à la fois parce que les contrats sont souvent très courts, qui sont répartis entre des employeurs très différents, des secteurs d'activité différents, qu'il faut les collecter, ces contrats. Et c'est difficile aussi parce que la manière même dont les contrats sont passés, et là, certainement, il y a des évolutions qui sont possibles dans les rapports sociaux, les rend encore plus courts que ça ne pourrait quelquefois être le cas. Donc ça, c'est une réalité, et je crois que, en ce qui nous concerne, nous disons très clairement, et nous voulons le dire la plus grande fermeté, il n'est pas envisageable pour nous de durcir les conditions d'accès des artistes à l'indemnisation, parce que ce sont aujourd'hui des conditions qui sont difficiles. En revanche, le cas des techniciens, ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, peut faire l'objet de discussions. On n'a pas aujourd'hui de proposition à faire sur ce point, mais nous pensons que la différenciation qui a été très modestement d'ailleurs mise en œuvre en 2003-2006 n'est pas illégitime et on peut peut-être aller plus loin. D'ailleurs, je suis un peu surpris de ce qu'a dit le représentant qu'a dit M. de Virville tout à l'heure à propos des gens qui s'arrêteraient dès qu'ils ont le seuil, parce qu'on a quand même près de 50% des techniciens qui ont plus de 680 heures, techniciens indemnisés, qui ont plus de 680 heures de travail. Donc c'est bien qu'ils ne se sont pas arrêtés le jour où ils ont eu 507 heures. Donc nous, on peut dire qu'il y a des éléments de différenciation avec des complexités, parce que dans certaines catégories professionnelles qui sont aujourd'hui des techniciens, les metteurs en scène ou les réalisateurs par exemple, leur mode d'emploi se rapproche parfois davantage de celui des artistes. Et donc il faudrait peut-être affiner le raisonnement, mais globalement, cette différenciation n'est pas illégitime. Alors, j'insiste aussi, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais il ne faut pas l'oublier que le fait que les intermittents du spectacle disposent d'un dispositif d'assurance chômage particulier n'est pas le seul. D'une manière générale, dans le domaine du spectacle, et pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, la flexibilité est une réalité et par conséquent la flexisécurité est une nécessité. Ce n'est pas par hasard qu'on a, dès les années 70, mis en place un système de formation continue dont les intermittents peuvent bénéficier entre les contrats et pas pendant les contrats. La notion de portabilité de la protection sociale, qui s'applique d'ailleurs aussi à la complémentaire maladie, c'est une notion qui est absolument indispensable dans le cas des intermittents, c'est facile à comprendre, et qui a effectivement été mise en œuvre par les partenaires sociaux. Alors le troisième morceau, qui est celui qu'on aborde naturellement, qui est bien sûr un enjeu qui est celui que vous voulez qu'on traite, mais je pensais qu'on ne pouvait pas y aller trop vite, c'est la question, ce qu'on pourrait appeler l'intensité de la solidarité. Les intermittents doivent, ce sont des salariés naturellement, ça a été répété, ils doivent être intégrés dans les différents mécanismes de solidarité interprofessionnelle. Rappelons d'ailleurs qu'en matière de retraite, par exemple, les intermittents sont des contributeurs nets, évidemment, parce qu'ils sont globalement assez jeunes et par conséquent, ils contribuent au régime de retraite, de même qu'ils contribuent au régime de base de l'assurance maladie. Mais ça, il n'y a pas de quoi s'inventer, ça résulte d'éléments démographiques. Bon, donc c'est un élément... ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrit dans un dispositif général de protection sociale. Mais bien sûr, le cas de l'assurance chômage est très visible, puisqu'on a des dispositifs particuliers qui, entre parenthèses, sont indispensables d'abord pour des raisons techniques, parce que techniquement, la situation des intermittents est différente de celle des autres contrats précaires, et la gestion de leur situation, même si par hypothèse on les
rapatrier dans l'annexe 4 ou dans une annexe comparable serait très complexe pour Pôle emploi, parce que dans les faits, il y a énormément de contrats d'un ou deux jours pour lesquels les dispositifs ne sont pas bien appliqués, pas bien adaptés. Donc il y a de toute façon besoin de dispositifs particuliers, mais ça n'empêche pas, et là je crois qu'il ne faut pas le refuser du tout, ça n'empêche pas de se poser la question de l'intensité de la solidarité. Et à cet égard, je dois dire que le raisonnement qu'a fait M. de Virville tout à l'heure nous paraît raisonnable. Ça nous paraît raisonnable de s'intéresser au ratio prestations sur cotisation et d'examiner s'il est possible, même sans se donner nécessairement un objectif extraordinaire, d'examiner s'il est légitime qu'il soit à ce point supérieur à celui des autres dispositifs précaires, puis bien sûr, puisque c'est ça, et ça c'est bien que ce soit aujourd'hui reconnu comme tel, c'est ça le point de comparaison, et s'il y a des dispositions qu'on peut mettre en œuvre pour les en rapprocher. Ce que je voulais dire en conclusion à ce stade, et je répète 2 ou 3 mots précis après, c'est qu'en ce qui nous concerne, les employeurs organisés du spectacle, nous ne sommes pas du tout fermés à cette réflexion, aussi bien d'ailleurs du côté des recettes que du côté des dépenses, et que nous pensons qu'elle est légitime, que dans une période où l'ensemble des parties de la société, l'ensemble des groupes de la société sont amenés à s'interroger sur les dispositifs de protection sociale et sur leur financement, il est évidemment légitime que ce soit le cas aussi du régime des intermittents du spectacle, et en aucune manière nous pensons que ça ne serait pas légitime. Néanmoins, nous le redisons, il y a des points durs auxquels il nous paraît absolument impossible de toucher. Alors, je voulais insister sur 2 ou 3 points. Sur le taux de recours, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est un concept qui n'a pas beaucoup de sens si on le considère, je le redis parce que c'est important dans le spectacle dans son ensemble, parce qu'il varie énormément d'une branche à l'autre, et même au sein des branches, parce que même dans le spectacle subventionné, par exemple, vous avez à la fois des centres dramatiques qui ont des emplois permanents en quantité importante et qui ont donc un taux de recours qui peut être de l'ordre de 30-40%, et des compagnies pour lesquelles le taux de recours sera beaucoup plus élevé, alors même que ces 2 types d'entités appartiennent à la même branche du spectacle vivant subventionné. Je crains que le concept de taux de recours soit une fausse bonne idée, même si on comprend sa justification, et qu'elle conduise à des aberrations totales. L'autre sujet qu'on met régulièrement sur la table, c'est celui de la permittence. Et là aussi, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. D'abord, sur un point purement technique, si par permittant, on entend quelqu'un qui travaille 9 mois et qui est indemnisé par l'assurance chômage 3 mois, ce qu'on entend parfois dire, il est probablement vrai qu'une partie importante de ces personnes devrait être transformées en CDI, mais il n'en est pas moins vrai que ces personnes ne pèsent pas sur l'assurance chômage. Au contraire, ce sont évidemment des contributeurs à l'assurance chômage, puisqu'ils cotisent pendant 9 mois, ce qui est évidemment beaucoup plus que la grande majorité des bénéficiaires de l'assurance chômage. Donc là-dessus, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est pour des raisons de principe, que nous partageons tout à fait d'ailleurs, qu'il faut limiter le recours abusif au contrat d'usage, mais il ne faut pas croire que cette limitation aura des effets décisifs sur l'équilibre lui-même. Encore une fois, je ne vous métroyez pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il ne faut pas se tromper sur ces effets réels. Alors, sur la permittence, je suis un peu surpris d'ailleurs dans vos propositions de cette notion de différencier la permittance subie et la permittance voulue. La permittance, qu'elle soit subie ou voulue, la question c'est de savoir si c'est légitime que l'interprofession indemnise des personnes qui pourraient ne pas l'être. Bon, c'est ça, il me semble que c'est ça la question qui est posée. Et cette question est posée, qu'elle soit subie ou voulue. Dans les 2 cas, si c'est pas bien, c'est pas bien. Si c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je ne crois pas que cette différenciation ait de sens. En revanche, il faut bien avoir conscience qu'il ne faut pas se tirer des balles dans le pied. Si on dit, je dis pas n'importe quoi parce que c'est un exemple qu'on cite souvent, si on dit à telle région de France 3 qu'elle ne doit pas recourir à des chefs monteurs en intermittence, elle ne va pas employer des chefs monteurs en permanent, elle va renoncer à faire du montage. Donc le résultat ne sera pas nécessairement un résultat à cet endroit-là. Elle regroupera son montage en moins de dispositions géographiques. Et le chef monteur en question, qui avait la chance d'habiter à Limoges ou dans une région moins dense, il aura perdu son employeur. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, ce n'est pas du tout ça l'idée. Ce que nous disons sur la permittence, c'est qu'il appartient aux branches du spectacle et aux partenaires sociaux de chacune des branches du spectacle de poursuivre le travail qui a été mené d'ailleurs avec beaucoup de précision depuis 2005, consistant à limiter les conditions de recours au contrat d'usage. Ça nous paraît une démarche parfaitement légitime qu'il faut poursuivre. Mais la poursuivre de manière trop générale nous paraît une mauvaise idée. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Je vous propose d'entendre 2 participants qui ont choisi la parité pour s'exprimer. Ça ne double pas votre temps. Vous avez la parole. Eh bien, donc Véronique va parler plus que moi.
Je veux juste rappeler, puisque Madame la Présidente, d'ailleurs je vous remercie de nous avoir invités, que nous avons relancé un comité de suivi qu'on appelle le comité de suivi 2013. Les organisations associatives professionnelles concernées par l'intermittence se sont rassemblées en assemblée générale le 17 juin au Théâtre de la Colline, et que nous commençons à contacter des parlementaires, dont deux sont présents ici, Pierre Laurent et André Catolin, qui donc ont accepté de rejoindre ce comité de suivi. Et il y a également Noël Mamère, historique, André Chassaigne, et nous continuons de chercher à en contacter dans l'idée d'avoir des parlementaires de tous bords, dans le but de faire une réunion prochaine avant les négociations. Voilà pour cette information. Ensuite, beaucoup de choses ont été dites auxquelles il est difficile de ne pas réagir, et ce n'était pas le but de mon intervention. Mais première chose par rapport à ce qu'a dit M. D'Estival, c'est exactement ce qu'on a constaté et qu'on a d'ailleurs dénoncé dans une des premières, enfin dénoncé, en tout cas mis en question ce débat, dans la première étude que nous avions menée à la coordination financée par 4 régions à l'époque, à savoir la bascule progressive du système de l'assurance chômage des intermittents dans un système de plus en plus assurantiel. On avait fait un coefficient de corrélation dont le protocole précédent 2003, on avait un système qui était également redistributif que également assurantiel, c'est-à-dire il respectait le niveau de salaire, comment il le reportait. Dans le système de 2003, ce qu'on a tous constaté, c'est que les gens, les intermittents, ont vu leur allocation augmenter de 20 à 30%. Ça a été corrigé en 2007 parce que la Cour des comptes avait elle-même dénoncé que c'était quand même étonnant d'avoir fait une réforme qui était censée coûter moins cher mais qui avait coûté plus cher au final. Mais le prix à payer de cette réforme a été celui humain, des gens qui ont été précarisés, pas forcément sortis immédiatement du régime, mais ça veut dire pour y rester, batailler encore plus. Et ça, je vais le redire, artistes comme techniciens, c'est-à-dire quand on n'est pas sorti, c'est une précarisation à l'intérieur de la profession qui s'est faite, c'est-à-dire que les contrats se sont morcelés, c'est-à-dire que les salaires ont baissé. Et donc depuis 2003, même si, comme vous le dites, Monsieur Pesquine, l'industrie culturelle se porte bien, par contre, tout ce qui concerne beaucoup l'intermittence, à savoir tout ce qui pourrait être du travail plus indépendant, des productions plus indépendantes, du spectacle vivant, du théâtre de création, lui, il se porte beaucoup moins bien, il est en stagnation, voire en régression. Et que donc, dans ce contexte économique, toute réforme qui viserait à durcir les conditions d'entrée dans le régime serait une totale catastrophe, serait absolument pas acceptée par les intermittents, qu'ils soient artistes ou techniciens, ça aurait le mérite de relancer le mouvement, remarquez. Mais sur les techniciens, je trouve contradictoire ce que vous avez dit, Monsieur Pesquine, quand vous dites à quel point nous sommes dans une économie par projet. Les techniciens avec lesquels nous travaillons sont dans le même projet. Et ce qui définit l'intermittent du spectacle, c'est la discontinuité de l'emploi. Ce n'est pas un statut d'artiste, comme nous l'avons répété, même s'il est plus difficile pour les artistes de l'obtenir. S'il y a des techniciens qui se portent mieux que d'autres, eh bien tant mieux, ces techniciens cotisent. Mais il y a 10 à 20% de techniciens, d'après les données d'IDIC, qui tournent autour des 507 heures. Et pourquoi ça serait donc ces plus fragiles de ces techniciens qui devraient être payés parce qu'il y en a qui le sont moins? C'est un raisonnement que j'ai du mal à comprendre. Il y a des gens qui bossent bien, donc ceux qui bossent moins bien devraient dégager. Donc nous nous opposons farouchement à tout durcissement des conditions d'entrée, et la séparation artiste et technicien n'a pas d'autre but de toute façon, d'à terme, de basculer des techniciens dans le régime de l'intérim. Ce sont des buts affichés depuis des années par le patronat, bizarrement repris par des arguments de la Cour des comptes. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas de raison comptable de séparer les artistes et techniciens. Et historiquement, l'intermittence, c'était cinéma d'un côté, parce que ce n'était pas tout à fait la même économie, et spectacle vivant d'un côté. Voilà, cette séparation artiste-technicien n'a aucun sens pour nous. Donc, c'est pour ça que nous avons lu les propositions de votre mission, qui, pour la plupart, sont très intéressantes, notamment sur la question du plafond de cumul. Mais évidemment, vous vous doutez bien que la proposition 5 n'est pas un problème de tabou. Ce n'est pas un tabou, c'est juste mettre, si on parle 20% de techniciens à la rue, ce n'est pas un problème de tabou, c'est juste précariser encore plus la profession qu'elle ne l'est. Et enfin, je conclurai là-dessus, la question du pollueur-payeur. Alors,
là, vraiment, il faut débattre de ça. Parce que, comme vous l'avez dit, M. Beskin, les choses sont très différentes. Il y a vraiment plein de types d'entreprises différentes. Et si on prend le spectacle vivant, 99% des compagnies de théâtre n'embauchent que les intermittents. Donc, si ces gens-là, dont par principe, ils sont dans une économie par projet, ils devaient être pénalisés parce qu'ils ne font que des CDD, c'est condamner à terme les compagnies de théâtre. On peut souhaiter qu'il y ait plus de moyens pour que les compagnies de théâtre puissent avoir plus de permanents. On est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas le cas. Donc pourquoi toujours vouloir réguler en voulant précariser encore plus les gens? Nous avons fait des propositions que vous avez reprises. Il y a des possibles modes de régulation par le déplafonnement, par le plafond de cumul salaire-indemnité, c'est-à-dire une mesure qui est peut-être un peu de gauche, que les gens plus riches payent pour les plus pauvres. C'est peut-être pas trop d'actualité en ce moment, mais c'est ce que nous défendons, un truc assez simple. Et je passe la parole à Véronique. Oui, donc bonjour. Moi, je vais vous parler plutôt de l'angle du point de vue du terrain, de ce qui se passe aussi au bout et qui pourrait rejoindre ce qu'a dit Mathieu Grégoire, qui est que oui, il y a des annexes 8 et 10, mais aussi l'art. Comment les vider? Elles peuvent très bien exister telles qu'elles sont là ou être modifiées, et pourtant il se passe sur le terrain un autre phénomène qui est qu'on les vide, qu'on exclut des intermittents jour après jour par des pratiques que je vais vous expliquer. Pour rappel, nous avons créé des permanences depuis 2004 d'accueil où nous informons des petites structures. Nous accueillons des intermittents qui sont désespérés et nous essayons de débloquer leur situation, débloquer leur dossier, nous les accompagnons, etc. C'est par ce biais-là qu'on s'est penché sur la réglementation, etc. Et de cette position-là, ce qu'on réalise, et vraiment, c'est que les structures et les intermittents en bout de chaîne se retrouvent coincés entre deux mâchoires ou deux points de pression qui sont, la réglementation, bien sûr, qui encadre l'emploi culturel, qui est complexe, très complexe, textes multiples qui sont remaniés, il y a des décrets qui arrivent, il y a des tas de choses qui n'arrêtent pas de bouger, des petites choses qui sont opaques, il y a des textes qui se contredisent, dont il y a d'un seul coup, on va interpréter ces textes. Et il y a aussi, surtout, une grande inadaptation à nos pratiques qui évoluent toujours et encore. Il se passe beaucoup de choses. Par exemple, l'artiste et le technicien actuellement ne sont pas que sur des plateaux. Ils interviennent en centres sociaux, en prison. Pourquoi? Parce qu'ils en ont aussi le désir, mais aussi parce qu'au niveau du territoire, on leur demande d'aller là. On leur demande. Mais la réglementation qui est en place n'est pas adaptée spécifiquement ou les exclut du fait qu'ils pratiquent cela. Je le prouverai tout à l'heure par des petits exemples, j'essaierai. Donc ça, c'est important. Les pratiques de polyactivité, on se retrouve actuellement, ça a évolué, on se retrouve des fois sur des postes hybrides. On peut avoir deux fonctions en étant comédien, c'est la réalité des petites compagnies, c'est la réalité. De là, pareil, on pourrait être exclu, avoir un redressement pour l'employeur et un refus d'ouverture de droit pour l'employé. On se retrouve aussi sur des projets artistiques qui croisent différentes pratiques. C'est l'évolution. La vidéo, la danse, le théâtre, le cinéma, tout ça se croise maintenant. Sauf que dans la réglementation, on ne peut pas, si on n'a pas le bon code APE, il faut que la fonction corresponde au bon code APE qui est déterminé par rapport à l'activité principale de l'entreprise ou l'association, etc. Et donc, si on se retrouve avec une fonction qui n'est pas dans ce cadre-là, comment fait-on? Les heures ne sont pas prises en compte. Donc ça, je cite, et ça continue d'évoluer. Nos pratiques évoluent tous les jours, et c'est superbe. Sauf que ça ne suit pas derrière. Alors, les pratiques de gestion collective, on est aussi, ce sont des projets, c'est ensemble, les projets se montent ensemble, et dans la gestion, et dans la réalisation. Et ça aussi, on se retrouve lors des contrôles mandataires, etc., face à des choses mais assez incroyables. Et on pourrait aussi parler des pratiques de création. Je vous cite donc tous ces points-là, je vous donnerai des petits exemples. Et du coup, avec tout ce croisement de textes, etc., et en plus les conséquences du protocole qui est passé, il est quasi mais impossible, il faut être expert en la matière pour arriver à rentrer dans les bonnes cases, pour être dans le droit. Et si à cela on ajoute la deuxième mâchoire, qui est, et je regrette que,
Pôle emploi ne soit pas présent, parce que nous, c'est notre... Voilà, du coup, je vais m'axer là-dessus. C'est la dérive des pratiques de Pôle emploi. Dérive des pratiques de Pôle emploi. Et là, c'est de la colère, parce que là, c'est de la vraie précarisation. C'est vraiment des gens qui sortent du système, qui n'ont plus rien. Ils passent du RSA à rien du tout. Il faut être bien clair. Et là, c'est quoi? Donc, c'est contrôle, avec des pratiques insidieuses, et interprétation des textes. Complètement surréalistes, avec le GUSO aussi. Le GUSO, on pourrait en reparler, parce que là, ils sont encore à part. On ne sait pas pourquoi, mais à part. Alors, nous, on part du principe que Pôle emploi considère, on a l'impression, et on en est quasi sûr, qu'un ayant droit est potentiellement un fraudeur. Voilà déjà le principe de base. Donc, il va contrôler par différents systèmes, et ce qui fait que de l'autre côté, dans la pratique de nos emplois, il y a la peur du contrôle. Du coup, il y a un glissement de nos droits qui commence à se faire, un glissement de nos pratiques pour faire, en plus avec la volonté de bien faire. Donc là aussi, nos droits se restreignent par ce biais-là. Du coup, la voie du contrôle qu'a choisie depuis 2003 pour réguler notre profession est catastrophique, autant que le protocole. Elle est insidieuse, elle touche toutes les professions qui se mettent à adopter des pratiques d'emploi plus restrictives, et surtout dans le contexte actuel des productions, avec le lot de restrictions budgétaires, les contrôles qui fragilisent les plus petites structures, celles qui prennent tous les risques de l'emploi, et surtout les intermittents qui sont en bout de chaîne et qui sont les plus contrôlés. Pour ces derniers, l'accès aux droits actuellement est aléatoire. Voilà. Donc, pour mieux illustrer, je vais vous donner quelques petits exemples. On va prendre... contrairement à ce que vous disiez, monsieur David de Virville, c'est que la personne qui avait 2 emplois, elle n'était pas hors, elle est dans son droit aussi, et c'est ce qui se passe souvent sur le terrain, surtout actuellement. Je vais prendre monsieur X, comédien, il a cumulé 2 emplois différents. Il a ses heures d'intermittence, et il a dit oui pour combler ses fins de mois, un petit boulot, donc il donnait à peu près 4 heures de cours de langue dans une association, etc., sur un contrat qui était de l'ordre de 5 mois. Que se passe-t-il en bout de chaîne? Il a ses 507 heures. Pôle emploi, actuellement, va lui ouvrir des droits au régime général, car Pôle emploi va regarder le temps d'affiliation d'un contrat de plus de 122 jours, qui est là, qui est présent, puisqu'il a dit oui à ce petit boulot en plus. Alors qu'il a ses 507 heures. Et là, Pôle emploi n'applique pas la réglementation dans sa totalité, car normalement, il devrait lui être appliqué la réglementation qui lui est la plus favorable. Autre chose, avec cette réglementation qui est là, un musicien intermittent. Depuis longtemps, voilà, il est intermittent, et parallèlement à ça, comme le monsieur qui a témoigné tout à l'heure, il donne des cours dans un conservatoire municipal. Il donne 8 heures de cours. Il a fait un remplacement, il a donné pareil, il a eu un contrat au-delà de 4 mois. Voilà. Il arrive en fin de droit, il n'a pas eu ses cachets, chose courante. Il ne les a pas, mais il a plus de 128 heures de cours. Il a été mis en place, suite aux luttes que nous avons menées, quand même une enveloppe gouvernementale. Enfin, le gouvernement a mis l'APS, l'allocation de professionnalisation de solidarité, et l'AFD, l'allocation de fin de droit, pour parer à ces choses-là, qui est l'accident de parcours, et qui peut permettre, dès que l'intermittent retrouve ses heures, à réouvrir des droits en ARE, annexe 8 et 10. Il se passe qu'il y a eu un petit texte, une instruction numéro 2012-100 du 22 juin 2012, qui est passée dans Pôle emploi, donc c'est interne, et qui fait qu'ils vont d'abord regarder l'ouverture de droit au régime général, avant de regarder s'il avait le droit à l'allocation de professionnalisation et de solidarité. Donc, ce monsieur se retrouve avec une allocation réduite, car en plus le calcul va se faire que sur les heures, les 8 heures travaillées en conservatoire municipal, déjà, sur 122 jours. Les 507 heures, pas les 507 heures, les 33 cachets qu'il avait vont être avalés puisqu'ils sont dans sa période de référence, ne vont plus compter, et il lui restera 122 jours pour refaire 507 heures pour pouvoir réouvrir des droits. Il commence à sortir du système. Hier, il y a une personne à la permanence qui est arrivée. Non, mais c'est l'hallucination, excusez-moi, mais il y a des moments, on a du mal à rester calme. Elle est arrivée, même cas, elle n'avait pas ses 507 heures. Pas de souci. Normalement, elle avait droit à ouvrir la clause de sauvegarde, qui est 122 jours à 28 €.
De même, là, Pôle emploi, instruction interne, je ne sais pas ce qui s'est passé, lui a ouvert des droits où elle touche 0,97 centimes, voilà, c'est son taux, par jour, et parce qu'ils lui ont ouvert des droits au régime général, et comme elle faisait très peu d'heures et que le calcul s'est fait sur ses heures, et que les heures d'intermittence qu'elle avait n'ont pas compté, elle se retrouve avec 0,97 centimes. Donc, la dérive, et non-application du droit. L'APS existe, l'AFD existe, les choses existent. Nous bataillons jour après jour. Je peux vous dire qu'on bat, on met des mois, des fois des années pour certains, on arrive à ce qu'ils recouvrent leurs droits. Mais c'est de l'acharnement. Un autre exemple, alors là c'est quand... Le dernier. Non, il faudrait que je parle des contrôles. Bon, alors, juste, je vais citer vite fait, il y a aussi que Pôle emploi et le GUSO se permettent d'estimer qu'est-ce qu'un spectacle ou non. On a vu une compagnie de danse, les heures de répétition, parce qu'il y avait écrit résidence de création, qui n'ont été basculées au régime général. Imaginez, d'un seul coup, comme c'était une création, ils ne pouvaient pas répéter puisque l'œuvre n'existait pas. On a vu des chanteuses lyriques, comme elles chantaient dans une église, qui ont été embauchées pour chanter, faire leur travail, leur métier, qui ont été rebasculés par le GUSO au régime général. Pourquoi? Parce que le public qui venait à la messe n'est pas un public puisqu'il venait à la messe. Dérive. Donc là, je reviens sur les contrôles, je vais faire très rapidement. Alors, je voulais juste parler de la pratique insidieuse des contrôles mandataires. Les contrôles se font... contrôle mandataire, c'est la recherche, la collusion entre employeurs et employés. Le système insidieux, c'est que Pôle emploi va aller vers l'intermittent et non pas vers l'employeur, lui envoyer un dossier de dirigeant et lui donne 15 jours pour remplir tout ça et lui demander les statuts, etc., tous les papiers de l'employeur. Lui voulant bien faire sous la pression du temps, alors que il n'y a pas de texte de loi qui dit qu'il y a 15 jours pour fournir ses papiers, mais bon, peu importe, il va tout faire pour le faire. Et s'il remplit et qu'il arrive à quand même essayer de se dépatouiller à ces cas, il va être dirigeant de fait. Et voilà, et il tombe. Alors, je vais en venir sur cette histoire de contrôle. Depuis 2003, il y a des contrôles. Tous les rapports le disent, pas plus de 3% sont avérés. Donc, stop à l'acharnement, stop. Et la pratique de Pôle emploi, c'est couper les droits. Pourquoi couper les droits en premier? Il faut qu'il soit avéré qu'il y a fraude. Donc, pourquoi couper les droits? 2, perception des indus, sans respecter le minimum vital, sans information. Je vais passer, parce qu'il y en a beaucoup. Donc moi, je vais en venir aux conclusions, qui est pour nous de revenir à un état de confiance. Il y a des choses à faire très rapidement, qui peuvent être très rapides. État de confiance, c'est ok, suspicion, il y a une suspicion, pourquoi pas? Le contrôle, on ne coupe pas les droits tant que la faute n'est pas avérée. On fait un contrôle amiable, on échange les pièces, on demande à la bonne personne, si c'est l'employeur, etc. On offre aux personnes contrôlées un moyen de recours, à moi. Nous, il y a Pôle emploi en face, ils n'ont rien. Le médiateur de Pôle emploi qui lui-même dénonce la pratique de Pôle emploi. Donc, pour vous dire, c'est une énorme usine à gaz qu'il faut restructurer, on est bien d'accord, mais pendant ce temps-là, c'est des intermittents qui trinquent, tous les jours. Donc, ne pas interrompre les droits, donner les moyens de prévention et de recours. Pôle emploi doit avoir l'obligation de justifier son contrôle sur des motifs fondés en droit et en fait. Il ne le fait quasi jamais. C'est nous qui le demandons systématiquement. Stopper le harcèlement administratif, sinon on doit pouvoir faire l'objet de recours immédiats. Et aussi que s'il y a recours amiable, c'est qu'il y a le CNCS. Le CNCS, c'est qui? C'est Pôle emploi. Donc d'avoir un recours amiable, je dirais plus... indépendant. Voilà. Donc bon, j'ai fait un petit peu court, je voulais en dire plus, et de dire à Pôle emploi de revenir à sa mission courante qui est quand même l'accueil, même si, bon, vous savez, j'ai pas parlé de la plateforme téléphonique, des courriers dématérialisés, etc. De revenir à l'information, c'est fondamental, on ne connaît pas nos droits, on se retrouve face à des montagnes à gravir, et de revenir à l'orientation et au versement des allocations, et non à la rupture des allocations. Voilà, je reviens juste, et après je vous jure, j'arrête. Je suis ravie que la problématique du congé maternité soit prise en compte, sauf que je voulais juste signaler que les arrêts maladie, c'est la même c'est exactement la même réglementation qui s'applique pour eux, et je ne comprends pas, et il est urgent que tout ceci, que ce qui va être fait pour les maternités s'applique aussi pour les arrêts maladie. Ce sont les mêmes calculs, mêmes problèmes, et quand on est malade et qu'on n'a rien au bout, c'est pareil. Voilà. Merci.
Oui, c'est ça, c'est exactement. Je voulais rappeler, concernant les maternitantes, que cet amendement est passé dans le cadre de la loi sur l'égalité homme-femme. Donc pas de maladie possible, etc. Voilà. Mais il faut rappeler le cadre de la loi. Et c'était égalité homme-femme. Et là, il y avait une rupture d'égalité de traitement entre les hommes, discrimination entre les hommes intermittents et les femmes en situation de il y a discrimination entre, c'est du fait de la CPAM aussi, entre le droit commun et nos pratiques à nous, qui ne sont pas adaptées. Voilà, mais bon, je le dis, il faudrait se pencher là-dessus, et justement, on demande au gouvernement de pouvoir flécher ça. À l'UNEDIC de se pencher là-dessus. C'est déjà un consensus qui a été créé sur cet amendement assez exceptionnel. Oui, mais grâce au courage de Marie Blondin, vous avez raison de signaler que d'autres sujets restent tout aussi chauds. Et quand je dis le fléchage, c'est aussi pour Pôle emploi. C'est fondamental. Ouais. Il y a moyen de faire des choses rapidement. On a le double contrôle, je le signale. L'AEM, tous les ans. Non, mais c'est important. On est le seul secteur à avoir le double contrôle. L'employeur envoie l'AEM à Pôle emploi, l'employé à une AEM. Comment se fait-il quand l'employé oublie par omission de pointer? Mais comment se fait-il que Pôle emploi ne lui dise pas vous avez dû omettre? On l'a, la preuve que vous avez travaillé, alors qu'après il va à son ouverture de droit lui dire vos heures sont pas prises en compte, vous devez des indus. Non, mais votre expertise d'usage est précieuse, mais ne croyez pas que les parlementaires connaissent mal le sujet, parce que je vous l'ai dit, nous sommes destinataires de multiples dossiers individuels très précis, et nous mesurons la disparité géographique des traitements également. Oui. Règle ici, non-règle ailleurs.